Et c'est l'heure du bulletin d'information sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Ancheval. Bienvenue à tous, bonjour. Les experts d'une firme internationale ont publié le classement mondial sur la qualité de vie dans 231 villes du monde. 44 villes africaines dont Abidjan figurent dans ce palmarès utile pour les expatriés et membres de la diaspora qui souhaitent retourner sur le continent. Mais c'est la ville de Port-Louis en Île-Maurice qui occupe la tête du classement sur le continent. Jérôme Kouakou. Le climat clément, l'accès aux soins, la sécurité, mais aussi l'environnement sociopolitique et le dynamisme économique font de Port-Louis, capitale de l'île Maurice, la ville la plus agréable du continent, mais arrive au 83e rang mondial. C'est du moins ce que concluent les experts de Mercer, spécialisés dans le conseil aux entreprises dans leur dernier classement mondial sur la qualité de vie dans 231 villes dans le monde, réalisé à partir des données de novembre 2017. L'étude, qui est réalisée tous les ans depuis 1994, est un bon indice de l'attractivité d'une ville pour les profils en quête d'expatriation ou les membres de la diaspora tentés par un retour. Elle prend en compte 39 variables regroupées en 10 catégories, comme par exemple l'offre en matière de divertissement, d'établissement d'enseignement et d'éducation, le logement, les services de transport ou encore l'environnement naturel. Cette année, 44 agglomérations africaines figurent au classement 2018. À l'échelon continental, le top 10 est identique à celui de 2017. C'est l'Afrique du Sud qui se taille la part du lion avec 3 villes figurant au haut du classement continental. Durban est à la seconde place, le Cap à la troisième et Johannesburg à la quatrième. Les pays du Maghreb obtiennent eux aussi de bons résultats. Tunis est 6e, Rabat 7e et Casablanca 8e figurent ainsi au top 10 continental, tandis que le Caire 15e perd une place. Abidjan, la capitale ivoirienne, est classée 29e en Afrique et 208e au niveau mondial derrière Dakar et Alger. Au classement général, en revanche, les villes du continent ont encore des progrès à faire par rapport aux villes européennes. 13 villes en Europe, en effet, se retrouvent dans les 20 premières places du palmarès mondial. Vienne, Zurich et Auckland forment le trio de tête. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu créer un réseau basé au Sénégal avec des ramifications en Gambie et dans les deux Guinées, Bissau et Conakry. À Dakar, c'est la deuxième journée du procès d'une trentaine de personnes jugées pour terrorisme. Un procès de grande ampleur, le premier de ce genre dans ce pays. Mais avant d'entrer dans le cœur des débats avec les interrogatoires des prévenus, la défense a soulevé, comme le veut la règle, des exceptions et demandé l'annulation de la procédure. Les détails avec Paul Philippe. Constitution, Code de procédure pénale, tous les textes légaux ont été cités là-bas par la défense. La première exception soulevée par les avocats de 30 prévenus est liée au calendrier des faits. Au moment des arrestations des accusés, c'est la loi de 2007 sur les faits liés au terrorisme qui a été appliquée. Suite aux attaques dans la sous-région, le Sénégal a renforcé son dispositif pénal. Une nouvelle loi antiterroriste a donc été votée en 2016. Pour la défense, la procédure doit donc être annulée car selon l'un des 67 avocats, les prévenus ne peuvent être jugés ni sur la loi de 2007 ni sur celle de 2016. Cette exception doit être rejetée, estime au contraire le parquet. Pour le procureur Ali Siré Ndiaye, le juge a inculpé sur la base de 2007, dans cette loi comme dans celle de 2016, l'apologie du terrorisme reste un délit. Le procès peut donc se poursuivre. Autre exception soulevée, c'est le cas de Mamadou Seck, qui était mineur au moment des faits. S'il est désormais majeur, ces avocats estiment que le tribunal, même s'il est d'exception, ne peut pas le juger, car tout enfant lié à des actes terroristes doit être jugé par une juridiction pour mineurs. Des exceptions que le juge Samba Kane peut accepter ou non à ce stade de la procédure, mais qu'il peut aussi verser au fond. Prise entre deux feux, les populations des deux régions anglophones du Cameroun, où s'affrontent depuis plusieurs mois l'armée et les séparatistes anglophones, font face à des besoins humanitaires grandissants dans des zones très difficiles d'accès pour les ONG, nous fait savoir Lydie Kouadou. Depuis plus d'un an, les régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest sont secouées par une profonde crise sociopolitique alimentée par des velléités séparatistes. Au fil des mois et en réaction au fort déploiement de troupes opérées par Yaoundé, la cause indépendantiste a pris de l'ampleur et la crise s'est peu à peu muée en conflit armé de basse intensité marqué par des attaques isolées contre les symboles de l'État. Selon les estimations de l'ONU, il y aurait des dizaines de milliers de déplacés internes dans les régions anglophones. En plus
des déplacés internes, de nombreux Camerounais ont fui les violences vers le Nigeria voisin. Selon l'agence nigériane locale de gestion des urgences SEMA, ils étaient 34 000 à avoir trouvé refuge dans l'état de Cross River. L'ONU a déjà enregistré 20 485 Camerounais au Nigeria. Dans les régions anglophones, Médecins sans frontières a d'abord fait de la formation sur la prise en charge des blessés et des traumatismes, puis des dons de médicaments et de matériel. Mais la fuite du personnel et la fermeture de certains centres de santé laissent de nombreuses communautés dans une situation précaire. Par ailleurs, depuis le début de la crise, l'armée est aussi régulièrement pointée du doigt par des ONG et des témoignages dans la presse pour des exactions sur les populations civiles. Il y a de la désinformation de la part de certaines ONG, se défend à l'AFP une source sécuritaire, tandis que Yaoundé a toujours démenti en bloc les accusations d'exaction. 2 anciens présidents des Comores sont soupçonnés d'avoir détourné des millions de dollars dans le cadre d'un programme de vente de passeports. Cet argent était destiné à financer le développement de l'archipel. L'information a été donnée au cours d'une enquête officielle, nous dit Nadège Kofi. Achevé en décembre dernier, ce rapport parlementaire dont l'AFP a obtenu une copie accuse Ahmed Abdallah Sambi et Ikiliku Douanine d'avoir participé à une gigantesque fraude et préconise l'ouverture de poursuites judiciaires contre eux. L'affaire a commencé lorsque l'ex-président Sambi a lancé en 2008 un programme destiné à vendre la citoyenneté comorienne à des populations apatrides du Koweït et des Émirats arabes unis, connus sous le nom de Bidoun. Ceci contre les investissements des 2 pays dans l'archipel. L'accord initial portait sur la naturalisation de 4000 familles Bidoun pour un montant de plus de 100 milliards de francs CFA destinés à financer des grands travaux d'infrastructure. Selon les données recueillies par la commission parlementaire, 47 950 passeports ont été émis dans le cadre de ce programme. Mais la majeure partie du produit de la vente des passeports s'est envolée. Le rapport pointe du doigt la responsabilité des 2 anciens chefs de l'État. M. Sambi est accusé d'avoir consenti à l'ouverture de comptes dans les paradis fiscaux sans pouvoir justifier l'affectation de ces fonds, ce qui le rend suspect de détournement de deniers publics. La même qualification est retenue contre Ikiliku Douanine, accusé d'avoir ordonné de ne plus verser de fonds publics à la Banque centrale sans pouvoir expliquer l'utilisation de ces fonds. Entendus par les commissions d'enquête, les ex-présidents Sambi et Douanine ont nié les accusations qui pèsent sur eux. La balle est désormais dans le camp de l'actuel chef de l'État, à qui le rapport a officiellement été remis la semaine dernière. Retour du Cleaning Day, le jour de la propreté, c'est l'une des premières mesures annoncées par le nouveau président en Sierra Leone. Julius Maada Bio, fraîchement élu, veut insister sur l'efficacité de l'administration et la salubrité de son pays. Régis Kofi nous en dit plus. Le premier samedi de chaque mois, de 7h à midi, les Sierra Leonais devront se mobiliser pour nettoyer leur quartier. Le premier jour de grand ménage commencera le 5 mai. Julius Maada Bio n'invente pas cette mobilisation civique puisque c'est le capitaine Valentine Strasser qui, pendant son mandat entre 1992 et 1996, avait le premier mis en place cette mesure. Le chef de l'État avait d'ailleurs été renversé par Julius Maada Bio alors qu'il était le numéro 2 de la junte militaire. Ensuite, le Cleaning Day a été abandonné, puis repris de manière ponctuelle. Le mot d'ordre général avec Julius Maada Bio, c'est la discipline. Ce samedi, lors d'un rassemblement au stade de Freetown, la capitale, il a annoncé vouloir une administration efficace. Et le nouveau président prévoit d'autres mesures pour mettre au pas les Sierra Leonais, dit-il. Notamment des sanctions pour les fonctionnaires qui ne seraient pas au bureau à 8h30, mais aussi le rétablissement du travail le dimanche à partir de cette semaine. Enfin, le ministère et l'administration publique sont priés de bien vouloir tenir leurs conférences, ateliers et réunions dans les bâtiments publics plutôt que dans des hôtels. Et voici qui m'a fait à ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sera de retour sur votre radio dès 9h.